de systèmes embarqués. Donc les deux principaux logos là, c'est Olimex. Donc en fait c'est du hardware, c'est le fournisseur de la carte que j'utilise. Donc c'est vrai que dans la présentation Pearl, on n'a pas l'habitude de voir du hardware, mais quand on fait de l'embarqué, on commence toujours par présenter. Enfin, quand on fait de l'embarqué, on présente toujours un peu la partie hardware physique. Et l'autre logo, c'est le casque de chantier de Billerud. Voilà. Donc ça, c'est une photo de la carte Olimex donc que j'ai ici en vrai. Donc c'est ce qui me permet de faire les manips. Donc bon, si près des personnes veulent venir la voir de près, elle est disponible. Donc, mais c'est quelque chose de vraiment petit. Donc, oui, donc ça va. Oui, les principales caractéristiques de cette carte, donc c'est un processeur, donc c'est un cœur ARM fabriqué par Freescale, donc qui tournait à 454 MHz. Donc c'est en fait c'est déjà un processeur assez ancien. Il y a que 64 mégas de RAM. Par contre, il y a toute la la connectivité qui va bien, c'est-à-dire l'Ethernet, RJ45, des ports USB. Aujourd'hui, il y a des cartes équivalentes beaucoup plus puissantes chez ARM, où il y a peut y avoir de multicore, mais en général, il y a aussi des GPU un peu spécifiques. Donc ça amène plein de problèmes de logiciels open source ou pas. Tandis que là, l'intérêt, c'est que c'est quelque chose de très très basique et de complètement supporté en open source. C'est-à-dire que à la fois le processeur, donc IMX 233 et la carte sont dans l'arbre du kernel Linux. C'est-à-dire qu'il n'y a besoin d'aucun patch sur le kernel pour travailler avec cette carte. Cette carte, on peut trouver des distributions, donc c'est Arch Linux, mais pour ARM, complètement disponible, c'est-à-dire qu'on télécharge l'image, il y a à peu près une image qui est faite tous les mois, on la télécharge sur le web, on la met sur une carte micro SD et on la branche dessus, ça démarre, on a directement un Arch Linux disponible, quoi. Donc c'est assez bien supporté. L'autre point intéressant, donc c'est fabriqué par une société qui s'appelle Olimex, c'est une petite société bulgare, et l'intérêt c'est que c'est des gens un peu comme ce qui est fait en Italie par Arduino, c'est qu'ils publient à la schématique toutes les données, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le logiciel qui est open source, c'est-à-dire que toute la carte est disponible au niveau pour l'électronique. Et la carte coûte 45 €, donc c'est vraiment pas cher, quoi. Donc c'est à la différence il y a aujourd'hui la carte framboise qui est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de gens qui font de la pub dessus, mais elle a beaucoup de problèmes. Enfin, elle n'est pas complètement open source. Elle utilise des processeurs avec des GPU. Il y a des parties privatives. Et la schématique et le dossier industriel n'est pas disponible en open source. Alors que Olimex, tout est disponible. Donc Raspberry Pi, c'est framboise. Donc maintenant le projet Billerud. Donc c'est un projet qui est déjà pas mal ancien, qui a été créé à l'origine par des gens qui développaient une petite librairie C, donc la micro-lib-C. Ils avaient besoin d'un environnement pour la tester, donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de ce projet Billerud,
qui après, autour de 2005, est devenu beaucoup plus indépendant et qui a permis de construire tout type de système embarqué. Pendant longtemps, c'était un projet, il était sous Subversion et il n'y avait jamais de tag, jamais de release, donc on prenait le snapshot du jour et puis on essayait de travailler avec. Bon, depuis 2009, ça a changé. Donc il y a Peter Gosgaard qui a pris la maintenance du projet pour vérifier tout ça. Maintenant, donc on travaille. C'est un projet qui est sous Git avec des releases tous les 3 mois. Et donc pendant 2 mois, la fenêtre est ouverte, c'est-à-dire on peut tous les patchs sont a priori committés sur le head. Et le mois avant la release, à ce moment-là, c'est de la stabilisation. On essaie de corriger tous les problèmes de compilation. Il y a eu plus de 300 contributeurs, mais bon, c'est depuis. Vu la durée du projet, c'est un peu normal. Mais après, il y a des gens qui ont contribué une fois. Puis après, il y a des gens qui contribuent depuis très très longtemps. Il y a plus d'un millier de packages source, c'est-à-dire donc je vous montrerai tout à l'heure à quoi ressemblent les packages. C'est un projet aussi qui est bien documenté, avec tout un travail. Au niveau des contributeurs, il y a donc le mainteneur principal, et après il y a 4-5 personnes qui sont en fait des contributeurs, mais leur métier professionnel, c'est d'être dans des petites sociétés de conseil en logiciel libre. Donc eux, leur intérêt, c'est que le projet marche très bien, parce qu'après, eux, ils vendent du support à des sociétés qui ont besoin de démarrer des cartes ou des choses comme ça. Et il n'y a aucune société qui a vraiment la main, mais donc c'est un ensemble d'indépendants ou de petites sociétés qui tirent le projet de façon consensuelle, quoi. Et donc c'est pour ça que tous les patchs qui sont envoyés par des contributeurs, qui sont envoyés sur la mailing list, il y a toujours une revue, ils sont toujours reviewés un certain nombre de fois et de façon très sérieuse. Quand on envoie un patch tout bête, pour une mise à jour de version, un bump de version, ça se passe très bien. Quand on rajoute un package, toutes les règles de codage sont vérifiées pour que ça corresponde bien au style de tout le projet, pour que ce soit bien homogène. Et puis quand on commence à envoyer des choses un peu plus conséquentes, des fois la série de patchs est acceptée au bout de la 10e version. Faut pas être pressé. Il y a toujours des remarques. Il faut toujours améliorer pour être dans le standard du projet. Donc le but de Buildroot, c'est d'être capable de construire tous les composants d'un système embarqué. Donc c'est pas simplement l'application, on commence vraiment en bas, c'est-à-dire qu'on peut commencer par construire la toolchain pour faire pour le compilateur croisé. Après on construit les bootloaders si on a besoin. Donc typiquement sur des processeurs ARM, c'est des choses comme U-boot. Après on construit le noyau Linux, les librairies et toutes les applications qu'on a besoin. Et à la fin du process de build, on a des images file system qu'on n'a plus qu'à copier sur un support. On fait tout ça à partir des sources qu'on va chercher directement sur le web. Quand on définit un projet, on choisit exactement, on configure absolument tout ce qu'on veut. Et le but aussi, c'est une fois qu'on a figé une configuration, c'est d'être capable il y a tout dans la configuration. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, si évidemment les packages sont disponibles, si on les a sauvegardés, de reconstruire la même chose, le même binaire. Parce que c'est vraiment utilisé dans l'industrie, quoi. C'est un système qui est très léger,
C'est-à-dire que la config minimum, c'est on met le noyau Linux et BusyBox qui intègre la partie init la partie init dont a besoin Linux, quoi. Et aussi un intérêt, c'est que c'est simple à utiliser, c'est simple à modifier parce que évidemment il faut adapter chaque configuration à son besoin. Donc comme c'est de l'embarqué, on n'est pas sur Intel ou AMD, donc forcément. Donc il y a plein d'architectures qui doivent être supportées. Donc là, c'est les principales. De la même façon, soit on peut construire, on peut demander à Buildroot de nous construire la toolchain. Donc là, c'est du GCC avec la version qu'on veut, avec la librairie C qu'on veut, ou alors on peut aller chercher des toolchains déjà compilés par certains fournisseurs. Donc c'est Linaro, et puis Sourcerie, maintenant c'est Mentor. Donc là, ça permet. Enfin, quand on commence, c'est intéressant de travailler avec des librairies, des toolchains externes, parce que quand il faut compiler GCC, plus tout ce qui va avec devant, ça prend vraiment beaucoup de temps. En termes de techno, Buildroot, c'est très simple. Enfin, c'est que des vieilles techno, normalement faciles à maîtriser. Donc, c'est principalement du Makefile. Pour tout l'aspect configuration, on utilise kconfig, c'est-à-dire que c'est le même configurateur pour réutiliser le configurateur du noyau Linux. Donc, avec ça, on peut configurer le noyau, on peut configurer toutes les applis qu'on veut choisir. Ça permet d'avoir une interface graphique très, très sympathique. L'autre chose qui est beaucoup utilisée, donc c'est patch, c'est les patchs. Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup d'applications qui ont des petits problèmes quand on veut les cross-compiler, donc il faut souvent les patcher. Mais le patch, c'est très facile parce qu'en fait, il n'y a même pas besoin de dire qu'il faut patcher. Il suffit de mettre pour une application, une librairie, le patch au bon endroit avec le bon nom et automatiquement, Buildroot va appliquer le patch quand il faut, quoi. Donc ça permet vraiment on travaille vraiment par convention. C'est-à-dire que si on met le patch là, il sera pris en compte. Donc c'est vraiment pas un problème. Après les autres technos, il y a beaucoup de bash, mais bon, pas besoin d'être un expert en bash. Et puis donc autrement, comme la gestion de conf est faite avec Git, c'est beaucoup de format de patch, sans email patch, enfin Git sans email pour envoyer les patchs en review sur la mailing list. Mais tout ça, c'est normalement, enfin, c'est des vieux outils faciles à maîtriser, qui sont généralement maîtrisés par peut-être les vieux développeurs, je sais pas si la nouvelle génération connaît vraiment tous ces outils, mais c'est donc là, je vais donc vous présenter un exemple de package. Donc là, c'est la partie de configuration, donc dans le langage pour faire l'interface graphique. Donc là, c'est bêtement le gzip. Donc on peut on définit les packages, un petit peu d'aide elle peut permettre de donner un peu d'aide en ligne. Et l'autre partie qui est gérée, donc c'est la gestion des dépendances par rapport à donc là, gzip, il a besoin d'une toolchain qui supporte les white chars. Sinon, on peut pas faire gzip. Donc après, donc là, on le voit. Enfin, c'est pas dans cet exemple, mais
le depend on, là, donc l'expression est très simple, mais on peut faire des et, des ou, on peut faire des expressions assez compliquées, si besoin est. Donc là, la suite du package, donc dans un autre fichier, donc c'est la partie makefile. Donc c'est du makefile qui est très déclaratif. Donc on définit la version de gzip qu'on veut. Le tarbal, c'est un tar.xz. On dit sur quel site on va le trouver. Bon, après, c'est des infos pour la licence. Et en fait, tout le travail est fait par en bas. Toute la magie est dans des macros, des macros makefile. Donc là, ça va utiliser les autotools. Donc automatiquement, ça va faire la partie configure. À partir de cette description-là, build root, c'est aller récupérer le fichier, l'extraire en fonction de l'extension, il sait comment l'extraire, va le patcher, faire tout le processus de configuration avec les autotools et faire la compilation et après installer. Alors l'installation, quand on fait de la cross-compilation comme ça, c'est à peine plus compliqué que sur des machines simples, parce qu'en fait il y a 3 types d'installation. La première, il y a une installation dans un espace staging, c'est-à-dire que c'est là qu'on place ce qui servira pour le développement pour la suite. Parce que l'installation finale, c'est l'installation sur la target, et là, typiquement, on ne va pas installer les points A et les include. Ça, c'est ce qu'on met dans la partie staging qui pourra être utilisée par justement d'autres modules. Donc, donc il y a l'environnement staging où on met les parties, donc les includes, les librairies, qui serviront pour compiler la suite. L'install target, où on n'installe qu'en général que les librairies partagées, que les binaires. Et puis après, il y a aussi des fois des outils, on est obligé de les compiler pour le host, donc il y a des outils. Oui, il y a des outils, on est obligé de les compiler aussi à version host, et donc on les installe à un 3e endroit. Donc ça fait partie des joies du développement en embarqué. Donc là, c'est l'interface graphique qui est produite à partir de la description qu'on a vue tout à l'heure. Donc c'est gzip qui est sélectionné. Donc là, c'est une interface, c'est la version GNOME. Et aussi, on fait la même chose en Qt ou en version menu config, pour ceux qui aiment bien Cursis. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer un peu à parler de Perl. Donc j'ai recherché dans l'historique de Buildroot ce qu'il y avait au niveau de Perl. Donc en fait dans les toutes premières versions, là, à partir du moment où on a travaillé avec des releases tous les 3 mois, il y avait des versions de MicroPerl. Donc je ne sais pas si vous connaissez MicroPerl. Donc en fait, il y a Perl, et pour construire Perl, on utilise MiniPerl. Donc MiniPerl, en fait, il est configuré comme sera votre Perl quand vous buildez Perl, mais il n'est pas capable d'aller chercher des modules natifs. MiniPerl ne travaille qu'avec du pur Perl. Et c'est ce qui permet de construire les fichiers C des modules natifs qui seront intégrés dans le Perl que vous êtes en train de construire. Voilà. Et donc MiniPerl ne sert qu'à la construction de Perl. Et MicroPerl, c'est un peu comme MiniPerl, mais
sans une configuration qui dépend de la machine, c'est-à-dire c'est avec une configuration figée, c'est-à-dire sans trop connaître ce qu'il y a dans la libc, donc on connaît le minimum de POSIX. Donc ça permet de faire du Perl, donc sans module natif, et en connaissant très mal le système. Donc ça sert, pour moi c'est inutilisable. Et je pense que ça continue à traîner dans l'archive Perl, mais je pense que ça va dégager MicroPerl parce que ça sert à personne. Voilà. Donc après, donc en 2012, je fais le travail pour revenir sur un Perl standard, enfin construire vraiment en Perl pour pouvoir utiliser les modules. Donc ça s'est fait avec un package externe qui s'appelle Perl Cross, qui permet de faciliter la compilation de Perl. Depuis que j'ai commencé à travailler sur le sujet, donc j'ai pu suivre les évolutions les releases de Perl assez facilement. Et en fait, par contre, une des choses les plus importantes qui vient d'être réalisée sur la dernière version, il y a à peu près un mois, là, c'est que maintenant, avec Buildroot, on a une infrastructure qui permet de supporter le cpan, donc d'aller chercher les autres modules. Bon. Donc en fait, Perl, quand on veut Perl n'est pas très user-friendly pour la cross-compilation. A priori, ça s'est un peu amélioré avec la dernière version 5.20 où il y a un support pour faire un meilleur support d'Android, mais quand on veut faire de la vraie cross-compilation, Perl, la distribution Perl standard, ça va pas, quoi. Enfin, ça marche pas. Donc il y a quelqu'un, donc Alex Sukov, là, il a développé un package qui permet de faire la cross-compilation. Donc c'est surtout en fait, il a réécrit un configure qui supporte la cross-compilation. Mais un configure pour faire de l'Unix vers de l'Unix, hein, c'est-à-dire que ça supporte pas. C'est pas comme le configure de Perl qui permet qui fait plein de choses, enfin qui supporte plein de systèmes. Par contre, il y a un bon support de cross-compilation. C'est quelque chose donc il a commencé en 2009. Moi au départ, quand j'ai essayé d'accrocher Perl, de compiler Perl complètement dans Buildroot, j'avais pas commencé à travailler avec son projet. Donc j'avais trouvé une méthode mais qui posait quelques problèmes, et donc finalement j'ai été régulier vers ce projet-là pour avoir quelque chose de plus stable. Le problème, c'est que il travaille sur son projet un peu tout seul. Maintenant il est passé sur GitHub, donc c'est un peu plus facile de contribuer. Avant c'était pas tellement possible. Et puis on ne sait jamais quand est-ce qu'il va sortir une version. C'est-à-dire que là aujourd'hui, il y a Perl 5.20.0 qui est sorti. Moi, je ne sais pas du tout quand est-ce que Perl Cross va supporter cette version-là. Parce que les versions qui... son package, il ne marche que pour une série. C'est-à-dire que si vous prenez un package qui est pour le 5.16, il ne faut pas le mettre sur du 5.18, ça va pas bien se passer, quoi. Donc, pour le moment... j'ai besoin de ce projet-là pour cross-compiler Perl. Pour le moment, ça marche, mais bon, pour l'avenir, ça durera peut-être moins longtemps que Perl, quoi. Je sais pas du tout. Donc là, j'essaie de représenter. Buildroot permet de représenter un peu quand on construit quelque chose, les dépendances.
Donc là, c'est un système minimum avec Perl. Donc on voit que au tout début, enfin, on a besoin d'une toolchain. Donc là, c'est une toolchain externe, donc elle ne demande rien. Après, donc il y a BusyBox qui permet d'amener toutes les commandes shell et puis tout le système d'init. Perl qui a l'avantage de ne pas avoir de dépendance. Donc Perl ne dépend, n'a besoin a priori de rien. Linux, donc qui a quelques petites dépendances, et puis après donc les outils qui permettent de faire le file system, créer les utilisateurs. Donc, bon, c'est des petites choses, des petits outils. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de temps de compilation. Compiler le Perl, c'est à peu près le temps de compiler le noyau Linux, quoi. C'est le même ordre de grandeur, suivant les machines que vous avez. Là, c'est la même chose, mais au lieu de prendre une toolchain toute faite, on la compile avec Buildroot. Et là, c'est la version micro-libc qui a besoin des headers Linux. Et donc là, on compile GCC donc 3 fois, il faut compiler les bins utiles. Comme on veut être sûr d'être reproductible, on fait quasiment confiance à aucun outil qui sont dans le système, donc on compile, si on a besoin de automake, on le recompile, autoconf, on le recompile, libtools, on va le chercher nôtre, M4, on le recompile, mais toutes dans des versions qu'on maîtrisait, quoi. Donc c'est intéressant, on maîtrise tout, ça prend juste un peu de temps. Donc maintenant je vais parler de la partie infrastructure cPanne. Donc en fait c'est avoir Perl sur ce genre de plateforme, c'est intéressant, mais on a Perl et les modules qui font partie du corps, quoi. Donc l'intérêt de Perl, c'est quand même le cPanne, donc d'aller chercher les modules du cPanne. Et comme on ne peut pas utiliser, comme cela cible, on n'a pas de compilateur. À la rigueur, les packages natifs pure Perl, ce ne serait pas un problème. Il suffit de copier les fichiers au bon endroit. Par contre, il y a tous les modules XS, il faut pouvoir les compiler. Donc il faut les compiler à l'avance en faisant de la cross-compilation. Donc c'est un peu compliqué, parce que c'est pas vraiment fait pour. Donc au début, parce que ça c'est en fait, c'est faire un client cPanne. Donc au début, moi j'étais pas très chaud, je me dis faire un client cPanne. Bon, il y a le cPanne, il y a cPanne Plus, il y a cPanne Minus. Bon, refaire le mien pour l'accrocher dans l'infrastructure Buildroot, je me suis dit c'est pas top, c'est peut-être un gros projet, parce que bon, quand on voit les modules et les clients cPanne existants, on se dit c'est pas facile. Donc au début j'ai réussi à faire tourner des trucs en utilisant cPanne Minus. Donc j'ai réussi à compiler quelques modules natifs, mais bon c'était quand même assez fragile. Et donc en fait j'ai été obligé d'y passer, donc j'ai fait un client cPanne dans Buildroot. Et en fait c'est beaucoup plus petit et beaucoup plus facile que j'avais eu peur au début. Parce que donc en fait le gros de l'infrastructure, donc c'est le premier fichier. Donc là j'ai donné son chemin complet. En fait c'est un petit fichier, c'est du makefile. Il y a à peu près, il y a moins de 200 lignes. Et c'est capable d'aller, de faire la partie configuration, build, install, en travaillant avec les différents systèmes. C'est-à-dire soit on a le makefile.pl, soit le build.pm. Sachant que évidemment le build.pl est prioritaire sur le makefile.pl. Ça marche à la fois pour des modules
qui iront dans la cible, mais ça permet aussi de construire des modules qu'on peut installer du côté host si c'est des dépendances host. Parce que quand c'est un makefile.pl, en fait, toutes les dépendances sont de même type, tandis que dans un build.pl, on définit des dépendances qui sont soit des dépendances au moment configuration, construction, et des dépendances runtime. Donc si des dépendances ne sont pas runtime, donc sont vraiment utiles que pour la partie configuration, on met le module que du côté host, parce qu'on n'en a pas besoin par ailleurs sur la cible. Et toute la partie download, extract et patch, c'est fait par la partie build route classique, quoi. Il n'y a pas eu besoin de la surcharger. Donc là, il y avait... Je me suis pas arrêté là parce qu'en fait, le problème de Perl, c'est que les modules, ils sont tout petits. Ils sont vraiment une taille très fine. Parce qu'ils dépendent enfin, il y a plein de petits modules et en général, il y a beaucoup de dépendances. Alors que des autres langages, par exemple comme Python, quand on prend un gros package Python, il embarque toutes ces dépendances. Il n'a pas trop de dépendances externes. Tandis qu'en Perl, on a plein de petits modules et donc on se trouve vite à être obligé de faire 50, 100 packages Perl pour un besoin, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai écrit un script Perl, la scan cpan. Donc l'idée c'est d'aller chercher les dépendances d'un module, donc sur le méta cpan, et de créer tous les fichiers pour build route. Donc je me suis servi d'un petit package pure Perl, donc MetaCpan API Tiny, qui est lui-même, enfin j'ai utilisé Fatpack. Donc en fait ce module est intégré dans le script, donc ça me permet d'avoir un script sans dépendance externe. Je vais vous montrer un peu le résultat. Donc tout à l'heure pour gzip, j'avais montré ces deux fichiers, les deux fichiers sur deux pages différentes. Là, je les ai mis les deux sur la même slide. Donc ça, c'est des fichiers qui sont complètement générés, quoi. Donc c'est le package datetime. Donc automatiquement, quand on le sélectionne, ça va avec les mots-clés select, ça va sélectionner les dépendances. La partie add, je l'ai récupéré dans le champ abstract des métadonnées du cpan. Voilà. Donc c'est assez simple à écrire, mais quand il faut en faire 50 ou 100 et puis les mettre à jour en fonction des évolutions du package, c'est un peu lourd. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet outil, ce petit script. Et la deuxième partie, donc c'est la partie makefile. Donc pareil, là qui est complètement générée. Donc où il y a la version, le nom du package, où le trouver, donc forcément on récupère le nom de l'auteur. Et puis dernière ligne, donc eval Perl package. Et Perl package, c'est les macros qui sont définis, enfin les macros makefile qui sont définis dans le fichier qui définit l'infrastructure pour le cpan. Alors de temps en temps, il y a ces fichiers-là, il faut un peu les patcher. C'est-à-dire que si vous avez un fichier, un module XS qui va chercher, qui est un wrapper sur une librairie native, C, il faut forcément la rajouter, la librairie C native, il faut forcément la rajouter dans les dépendances. Parce que c'est une info qu'on ne récupère pas du tout sur le cpan. Enfin avec les métadatas du cpan. Donc sur la carte là j'ai fait une petite démo, donc je voulais faire une petite démo avec un serveur web. Enfin le problème c'est que
On ne peut pas la faire tourner parce que j'ai pas les accès réseau. Donc en fait, en plus de en plus de Perl, donc il y a BusyBox. J'ai rajouté un petit serveur SSH pour faire un petit peu d'admin. Il y avait des paquets, il y avait des images qui pouvaient être créées de façon dynamique, donc c'est pour ça que j'ai rajouté le package GD. Donc en tout, ça faisait 74 packages qui sont construits et installés sur la target. Et qui utilisent les trois packages qui servent à builder sur Perl actuellement. Donc le MakeMaker, le module build et le module build tiny. Le résultat, c'est que tout ça sur le file system, ça prend 60 mégas. Donc ça permet de faire des installations toutes petites. Donc effectivement, là j'ai fait ça en Dancer, parce que d'habitude il y a toujours des présentations Dancer, donc ça plaît beaucoup. Bon, cette année j'aurais dû faire ça avec Mojo Lysius, je crois. Bon, c'est pas grave. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que Dancer, au début je faisais ça avec Dancer, puis Dancer 2 il est mieux parce qu'il a plus de dépendance. Parce que moi ce qui m'intéressait c'était de tester l'infrastructure, les outils. Hein. C'était pas vraiment de faire une belle appli web. Donc Dancer 2 c'était bien pour faire ce test là. Mais pour ce genre de plateforme, il faudrait mieux trouver quelque chose de plus léger et donc qui répond plus vite après. Donc heureusement que j'ai pas fait Catalyst. Voilà à quoi ressemblait la démo. Donc là, il y a quand même des parties qui sont construites dynamiquement en appelant des fonctions, enfin des commandes shell pour récupérer les infos. Donc la démo, elle est complètement disponible sur GitHub dans une branche. Donc c'est assez facile à construire. Donc le premier make, en fait c'est le configure, et le deuxième make construit tout. Et une fois qu'on a tout construit, on a des images. Et après, le seul outil qu'il faut avoir, c'est un adaptateur micro SD MMC, quoi. On met dans le PC, et on fait les copies, on met la carte micro SD, on remet en route et c'est parti. Donc c'est par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années, il n'y a pas besoin d'outils de développement très très compliqués, quoi. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde. Enfin à tous ceux qui s'intéressent. Donc soit on travaille sur des vraies cartes, Après, il y a une autre façon de travailler avec Buildroot, c'est de travailler avec Qemu. Donc il y a un ensemble de configs de base pour travailler avec Qemu, quoi, soit en x86, soit en ARM. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'acheter le matériel, c'est vraiment accessible. Et puis aussi, ça permettrait d'utiliser Buildroot dans d'autres au lieu de faire des cibles embarquées. Si là, on produit des images de file system pour Qemu, on peut imaginer de les utiliser dans des systèmes de virtualisation, VirtualBox, VMware ou d'autres. C'est-à-dire qu'on a un file system tout petit, on a mis que Perl, il n'y a pas le compilateur, il n'y a que les modules qu'on a installés. Donc ça peut peut-être intéresser d'autres usages que l'embarqué. Oui, je voulais revenir sur la partie test. Donc c'est un peu le but, c'était de faire passer la suite de tests de Perl
Donc c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas faire make, parce que sur la plateforme, il n'y a pas make, enfin, il y a pas le compilateur, il n'y a pas make, il n'y a rien. Par contre, Perl Harness, normalement, on lance la suite de tests. Et ce qui est intéressant, là, c'est que ça prend beaucoup de temps. Enfin, ça peut prendre 6 heures. Et moi, ça m'a permis de passer quelques patchs qui ont été intégrés dans la 5.20. Il y avait quelques tests qui n'étaient pas adaptés à l'environnement cross-compilé. Voilà. Et puis, là, c'est la slide de fin, mais il n'y a rien d'intéressant à dire dessus. Voilà. Donc, j'ai pas trop débordé. Merci François. Quelques questions rapides? Est-ce que tu aurais pu faire ce que tu as fait pour générer automatiquement les makefiles, je ne sais pas quel est le nom que tu leur donnes pour générer tes packages, à partir d'un back-end de Cpan+, de Cpan dist plus précisément? Peut-être pas, je sais pas. Mais là, enfin, en utilisant les infos de MetaCpan, oui. C'est ce que fait Stepandist, il récupère les infos sur Cpan et après il le formate pour en faire un fichier sketch, pour en faire un fichier e-build, pour lui faire un immerge dans le cas de Gentoo, je sais plus. Enfin, il délègue le formatage à... Oui, je comprends. En fait, ce que j'ai écrit, c'est pas très long. Et puis, ce que je voulais aussi, c'est de pas avoir de dépendance. C'est pour ça que je l'ai fatpacké. Donc, j'aurais peut-être pu l'utiliser, mais il aurait fallu aussi que ça passe dans Fatpack, quoi. Mais le développement d'un client Cpan, ça me faisait peur. Mais en fait, ça a été, c'était pas grand-chose, quoi. Une autre question? J'ai vu qu'il y avait donc des GPIO. On peut y accéder directement en Perl ou il faut comment on accède à ces GPIO sur cette carte? Eh ben, en Perl directement, pas pour le moment. C'est des /dev quelque chose Alors, en général, il y a une démo qui est livrée avec la carte où il y a un petit exemple en C. Mais normalement, ça appelle des drivers, c'est-à-dire que normalement, quand il y a des GPIO comme ça, ils sont définis au niveau du kernel pour être facilement accessible via un driver de GPIO. Donc normalement, ça doit pas être énorme. Mais bon, là, je voulais faire une démo avec Dancer pour pas piloter une machine à café. Mais aujourd'hui, je ne sais pas te dire exactement comment faire, mais je pense que c'est pas très compliqué. Et l'usage de cette carte, qu'est-ce que tu en as fait, toi, c'est juste à titre de test ou c'est pour un usage autre que... Non, là, c'était vraiment un usage de test. J'ai pas d'application requérant justement la partie GPIO, quoi. D'accord. Pareil, ouais, sur Olimex, ils font aussi des cartes un peu plus puissantes, où on peut, avec des cœurs encore plus gros, encore plus puissants, quoi. Donc il y a trouver des petites cartes sympas pour faire des petites machines serveurs pas chères, quoi. Sachant que là, donc c'est un process à 500 MHz, c'est 64 MB de RAM. Bon, aujourd'hui c'est ridicule, mais il y a quelques années, ça faisait un beau serveur, quoi. Merci François.